là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas qu'il faut faire plus d'argent. La rencontre, Gosselin-Dumont. Salut Francis. Salut Mario. Alors, c'est la nouvelle du jour. Il y a eu des réductions de personnel dans le monde des médias. Évidemment, on a l'habitude de penser que la société d'État est un peu à part, étant d'abord elle est à part, là, on va se le dire. Étant d'abord financée par une subvention de l'État, complémentée par d'autres types de revenus. Mais là, ils vont aussi de mise à pied majeure aujourd'hui. Oui, puis c'est majeur, là. On parle de 600 postes, là. J'ai lu différentes versions de l'interprétation de tout ça, mais grosso modo, là, il y a environ 200 postes qui étaient à pourvoir, qui sont tout simplement... c'est comme 800 postes, dont 200 qui étaient vacants. Là. Et sur ceux qui restent, là, c'est à peu près moitié-moitié entre CBC, donc la version anglophone, et Radio-Canada, qui est donc le diffuseur francophone. Puis c'est certain que, comme tu le dis, là, tous les médias sont aux prises avec des difficultés, mais Radio-Canada est, comme on l'a dit, dans une situation un peu particulière. Et je t'avoue que moi, pour avoir lu le site de Radio-Canada, le journal, la presse, je comprends pas exactement ce qui motive cette décision-là. Parce que pour tous les autres médias, c'est un effondrement de l'assiette publicitaire. Ben oui, même si tu maintiens tes parts d'écoute, c'est ça. Voilà, exact. Tu perds de la publicité. Ouais. Mais dans le cas de Radio-Canada, je sais pas le pourcentage de leurs revenus qui sont publicitaires, mais c'est quoi? C'est 10-15 20 au total? Là, ouais, c'est ça, exactement. Même si c'est un effondrement de ces revenus-là, ils disent que c'est 5 de pertes qu'ils ont eu. Là, exact, une diminution de 5 puis par ailleurs, ce qui est indiqué dans les informations que j'ai pu glaner ça et là, c'est qu'il y a aussi eu une diminution des coûts d'exploitation. Là. Je sais pas comment, là, peut-être certaines efficacités, peut-être justement ces postes à pourvoir qui ne sont pas actuellement pourvus, peut-être que le nouveau siège de Radio-Canada coûte moins cher à exploiter, je n'en sais rien, mais il y a 5 de diminution. Donc, tu pourrais dire, finalement, ils cherchent pas à faire un profit, mais je veux dire, en termes de balancer les livres, ils devraient être à peu près... Comment t'en arrives tout d'un coup comme ça, devoir faire... puis selon toute vraisemblance, puis là, le président du syndicat a pris la parole à gauche à droite, mais selon toute vraisemblance, Mme Tate avait déjà évoqué la nécessité, puis c'est là où j'ai gros point d'interrogation pour ma part, de couper 100 millions de dollars dans le budget. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est en raison de trop de nouveaux projets, de transformation numérique, de nouvelles séries? Moi, c'est la question que je me posais. Là. Peut-être que ils disent juste pas, mais que c'est juste une transition. C'est-à-dire que, tu sais, peut-être qu'on se rendrait compte qu'ils ont embauché, mettons, 600 nouveaux employés dans les 3, 4, 5 dernières années, dans les nouveaux secteurs, là, le numérique, le web. Puis que là, je veux dire, c'est ça. Comme on dit, la TV s'en va là, le médium change. Puis peut-être que c'est difficile à saisir, là, du point de vue comptable. C'est assez difficile à saisir. Puis effectivement, il semble pas y avoir une volonté très grande de transparence de la part de la direction de Radio-Canada, ce qui est bizarre quand même. Mais là, on comprend que ça change la discussion. Exemple, la semaine passée, le ministre québécois de la Culture disait qu'il devrait pas Radio-Canada avoir accès à l'assiette. non, mais au partage des revenus de Google. Tu sais, puis on n'accuse personne de quoi que ce soit, Mario, mais c'est sûr que ça me semble tomber juste à point de la part de Radio-Canada de faire cette annonce-là aujourd'hui avec quelque chose qui est quand même assez majeur. Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que c'était nécessaire d'aller aussi fort? Il y a peut-être un petit peu de stratégie là-dedans, de dire, nous aussi, on souffre, puis donc finalement, envoyez-nous 50 des 100 millions de Google. T'sais. Là, après, je suis pas dans la tête de personne, je suis pas dans la conspiration, mais c'est vrai que ça tombe plutôt bien pour inscrire Radio-Canada dans cette conversation-là, puis éventuellement aller exiger des sous. L'autre affaire... Mais il y a vraiment, entre-temps... Il y a vraiment des gens... Moi, je m'attends dans les prochains jours que des gens que je connais ou que j'ai... Parce que, on finit tous par se croiser d'avoir travaillé avec quelqu'un dans un autre contexte. Il y en a qui vont perdre leur emploi, vraiment. Il y a des gens qui vont se retrouver sans emploi dans quelques jours, quelques semaines. Tout à fait. Puis c'est un problème, évidemment, Mario. Puis là, on va savoir, j'imagine, dans les prochains jours, quel type d'emplois aussi vont être coupés parce que, évidemment, il y a des emplois chez Radio-Canada qui font toutes sortes de choses. Puis moi, je pense qu'une des préoccupations qu'on doit tous avoir, là, je dis pas qu'il y a des jobs plus importantes que d'autres en termes d'emploi, mais l'enjeu qu'on a actuellement collectivement au Canada, c'est la question de l'information, du journalisme, là, qui pose des questions, qui fouille, etc. J'ose espérer que sur ces mises à pied-là, on minimise autant que possible l'impact que ça a sur l'information. Parce que si moi, personnellement, si j'ai à mettre une opinion là-dessus. Pour moi, le rôle central de Radio-Canada, c'est de continuer à informer le monde là, par-delà, faire des stats puis d'autres séries télé amusantes. Là. C'est vraiment ce rôle-là crucial qu'il faut pas qu'il démantèle là, s'il doit couper des postes. Là, tu es conscient que tout le reste de la crise des médias, on n'en parle plus, là.
Je sais pas si tu te souviens, non, mais je sais pas si tu te souviens de l'année 2013-2014, là, quand il y avait eu les coupures à Radio-Canada. T'entendais plus, il n'y avait plus de crise des médias privés. Là. Tu n'entendais parler que de ça. Ouais. Dans l'émission du dimanche soir, là, ça ne parlait que de ça. C'était ça tout le temps, les coupures à Radio-Canada. Parce que, comme tu le sais, plusieurs raisons à ça, évidemment, Mario, mais parce qu'évidemment, Radio-Canada, en termes de nombre, c'est ce qu'on a discuté la semaine dernière par rapport à l'argent de Google, en termes de nombre, je veux dire, il n'y a pas de médias équivalents. Là, je veux dire, c'est 8000 personnes, là, 7600. Là, je veux dire, juste en termes de gens qui ont de l'influence, puis des gens éduqués, qui ont qui sont connus du public, etc. Je veux dire, c'est sans commune mesure. Là. Je veux dire, quand TVA a fait 500 mises à pied récemment, c'était un tiers de son effectif. Eux, ils en coupent 800, c'est comme moins de 10%. Là, fait que c'est en toute proportion gardée. Puis l'autre affaire, évidemment, on en a aussi déjà parlé, mais ça reste financé par l'État. Des nominations ici à très haut lieu de l'État. Donc forcément, il y a toujours une forme de proximité entre qui gouverne et qui dirige Radio-Canada. Et même, ça transpire à tous les niveaux de l'organisation. Et donc, forcément, quand eux se retrouvent dans le trouble, pourrait-on dire, il y a une forme de monopole de la conversation médiatique et informationnelle. J'ai pas d'avis arrêté là-dessus, mais dans les faits, effectivement, comme tu dis, on semble négliger la crise qui sévit à plein d'autres endroits lorsque Radio-Canada, oh mon Dieu, doit couper des gens. Puis encore une fois, je sonne un petit peu insensible en disant ça. C'est très grave ce qui s'est produit aujourd'hui, mais tu as raison de le mentionner. En contexte, ce n'est que l'aboutissement d'une série de nouvelles dont on a beaucoup parlé. Puis je me réjouis au moins, Mario, en lisant là, un peu partout, là, et sur le site de Radio-Canada et sur tous les autres médias, dont le journal, la presse, etc., qu'on fait vraiment partout l'analogie avec ce qui s'est passé à TVA il y a quelques semaines. Ouais. Donc, encore une fois, on n'oublie pas là, qu'il y a quelque chose de grave qui est en train de se produire dans l'industrie. Les marchés de ce qu'on appelle les valeurs refuges là, qui sont en explosion. L'or battait des records, je pense, en fin de semaine. Le Bitcoin qui est parti en remontée. Il est en remontée depuis plusieurs mois, tu nous en as parlé, mais là, il vient de faire quelques sauts supplémentaires. C'est drôle, Mario. Je parle souvent des crypto-monnaies, puis je me fous un peu de la gueule de ça aussi, là, mais en même temps, parce que pourtant, quelqu'un qui a lu beaucoup puis commenté beaucoup, je comprends pas vraiment. Puis je pense que personne ne comprend entre nous, mais ça monte et ça baisse, puis bon, on dirait que la volatilité fait partie de la proposition de valeur. Bref, j'ai acheté $400 de crypto-monnaie au début de l'année. Mario, je n'ai jamais eu un placement de toute ma vie qui monte. T'es rendu à combien? Genre, ça vaut 700? 700. J'ai un rendement de 60% cette année. Bravo! OK, bravo. Je vais prendre 188$, puis je t'inviterai à souper. Mais bref, mon point, c'est que ça a vraiment explosé. Là, on est rendu, je viens de regarder, ça a encore augmenté là, cet après-midi à 42 000 US là, pour le Bitcoin. On se rappellera qu'à un moment donné, ça avait valu plus de 60 000, puis ça s'était effondré. Genre à 16, 17, 17 quelque chose, même en bas, peut-être 15 là, au plus bas. Donc, les gens disaient c'est la fin. Ben, manifestement pas. Ça a vraiment augmenté très rapidement. Puis ce qui est le fun, Mario, je te parle de mon petit portefeuille, mais j'ai acheté un Bitcoin, mais une fraction de Bitcoin, mais aussi une fraction d'Ether, une fraction de Solana, de plein d'autres cryptos. Et quand Bitcoin monte, toutes les autres crypto-monnaies ont tendance à suivre également. Donc, c'est ce qu'on appelle, comme tu dis, des valeurs refuges. Par contre, comme je l'ai dit, Bitcoin, pour moi, contrairement à l'or, l'or, c'est... Bon, il y a un historique à ça. Les talons or de certains pays, de manière un peu malhabile, ont aussi tendance à adosser certaines valeurs d'actifs ou certaines valeurs de monnaie à l'or qu'ils détiennent. La crypto-monnaie, c'est supranational déjà. Fait que c'est pas... Et il y a quelque chose d'un petit peu, comme je dis, impossible à saisir là-dedans. Mais dans l'un cas comme dans l'autre, il semble que, je pense que l'incertitude qui flotte sur les marchés, évidemment, les déclarations de M. Powell là, qui dit qu'on a atteint un niveau suffisamment restrictif, aurait pu peut-être faire baisser ces valeurs-là, mais pourtant, là, les gens se sont vraiment réfugiés vers l'or et les cryptos et d'autres métaux là, comme ceux-là. Donc, éventuellement, il faudra suivre ça. Mais en tout cas, sur mon avis, Mario, je pense que ça serait difficile d'imaginer que ça aille beaucoup plus haut que ça. Voilà. C'était ma petite parenthèse éditoriale. La plateforme québécoise Nesto qui vient de signer une entente avec Canada Vie. Ouais, j'ai travaillé avec eux, fait que je les connais bien. On les a eus à l'émission Prends pas ça pour du cash là, cet été. Donc, Nesto, c'est une compagnie montréalaise qui font quoi? Ils émettent des hypothèques, en fait, sur
sur Internet. Tu vois jamais personne, tu parles jamais. En fait, tu peux parler à quelqu'un ultimement si tu le veux, mais tu peux aussi faire tout le processus 100% numérique. Une hypothèque. Une hypothèque, là, 2, 3, 400 000. Puis je pense qu'il y a des limites là, quand tu rentres dans les maisons à plusieurs millions de dollars. Là, c'est peut-être un petit peu trop compliqué, mais pour monsieur, madame, tout le monde, c'est vraiment une excellente alternative aux institutions financières traditionnelles. Puis Nesto, au départ, là, c'était comme... Est-ce que c'est un gars que je connais, là, tu sais, Malik, là, je le salue, mais tu sais, au départ, là, c'était comme 2 gars dans un garage. Puis l'idée, c'était qu'en fait, il envoyait du trafic à Desjardins, RBC. Tu sais, c'était comme, Mario, il veut une hypothèque. Tu remplissais tes informations. Des conseillers hypothécaires, des courtiers, on pourrait dire. Puis là, il envoyait le lead, là, la référence à une institution financière. Sauf que de fil en aiguille, ben, ça marchait. Ils ont constitué de plus en plus une banque de clientèle importante. Et depuis quelque temps, ils sont émetteurs nets là, d'hypothèques. Et donc, la nouvelle aujourd'hui, là, je ne veux pas faire leur promotion, mais la nouvelle aujourd'hui, c'est qu'en fait, ils viennent de signer un partenariat avec Canada Vie pour être le prêteur hypothécaire exclusif, si tu veux, là, pour les clients Canada Vie. Donc, si tu es client Canada Vie, à l'intérieur de cet univers-là, tu peux obtenir... Canada Vie, ça, c'est quoi? C'est l'ancienne... Canada Vie, c'est la West, la Great West Life, le Great West, là, qui est bon, enfin, puis là, on a eu des petites histoires Canada Vie, là, c'est avec le gouvernement fédéral. Mais bref, du bon... Mais là, donc, c'est du service hypothécaire. C'est du service hypothécaire. Et Canada Vie faisait ça. Westlife faisait ça depuis longtemps, mais ils avaient abandonné cette pratique-là il y a 1 an et demi environ. C'est compliqué, là, faire de l'hypothèque en ligne. Tu sais, les banques, évidemment, les institutions financières font de la concurrence très féroce là-dessus. Mais Nesto, c'est une entreprise qui est née de l'Internet, qui fait ça, évidemment, parfaitement. Là, tu sais, l'interface. Canada Vie se relance, dans le fond, dans l'hypothèque, mais ils gèreront via un partenaire, tout ça, exactement, qui est Nesto. Puis c'est une compagnie d'ici, québécoise, là, siège social sur la rue Sherbrooke, etc. Fait que je trouve ça quand même le fun que, pan-canadien, on va maintenant avoir une entreprise québécoise qui est en pleine croissance, qui va pouvoir servir ses clients. Ça va-tu s'appeler Nesto encore? J'ai pas eu l'information que s'ils vont faire ça en marque blanche, comme on dit, là, white label, ou si ça va être vraiment Nesto qui va être mis de l'avant. Je leur poserai la question, puis je te reviendrai rapidement à ce sujet-là, Mario. Mais c'est sûr que pour faire beaucoup d'hypothèques, là, tout à coup, ils ont les poches plus... Ils ont un ami qui a les poches plus profondes. Je sais pas comment ils s'y prenaient avant, là. Sûrement qu'il y avait un prêteur, mais là, quand même, Canada Vie, là, ils ont un partenaire. Écoute, qui peut... je veux pas dire n'importe quoi, mais je pense qu'il y a 1 an, ils ont reçu un financement de 80 millions de dollars. Là. Fait que, tu sais, il manque pas de liquidité à court terme, mais 80 millions de dollars, quand tu fais des prêts hypothécaires, ça va quand même vite. Là. Fait que je sais pas comment ils s'arrangent, mais en tout cas, il y a sûrement une petite dimension secret professionnel ici là-dedans. Si tu veux savoir. Merci Francis, à demain. Écoutez Francis